Ah, le problème, c'est que les gens, ils ont oublié quelque chose avec lui. Ça va être un peu plus explicite avec celle-là. Bon, salut les gars, je crois qu'en fait, je suis en train de péter les plombs. Dis-moi, est-ce que tu connais le point commun entre Jeremy Clarkson, Slash de Guns N' Roses, Ayrton Senna et moi-même? Non. On a tous été propriétaires de cette petite merveille. Et on l'a tous adoré. De plus, je viens de me mettre au niveau des 3 premiers là. Donc je suis assez fier de moi. Allez, générique. Honda New CRX. Tout commence en 1983. En 83, à la radio, on entend encore du Jean-Jacques Goldman. Au Cinoche, on va voir Scarface. Et en ce qui nous concerne, nous, amateurs de bagnole, on est encore vachement friands de tout ce qui est coupé populaire. C'est-à-dire les Renault 17, les Ford Capri ou encore les Volkswagen Sirocco. Honda semble l'avoir compris. Et ils nous ont dégainé, juste après la Civic GT, la AH53 pour les connaisseurs, une CRX. La CRX première du nom se nomme donc Honda Civic CRX Ballade Sport, type mine AF53. C'est un putain de nom à rallonge, je déteste ça. Et surtout, je trouve ça vachement con parce que Honda Civic CRX. Je pense que vous en doutez quand même, mais le C de CRX, ça veut dire Civic. Donc en fait, la voiture s'appelle Honda Civic Renaissance Expérimentale. Et vous venez d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire CRX. Quoi qu'il en soit, on peut lui pardonner ça, parce qu'au final, ça reste une voiture assez ludique. Avec sa petite centaine de chevaux sous le capot, et sa gueule typiquement sortie d'un dessin animé type Goldorak. Mais personnellement, moi si je lui pardonne ça, c'est surtout grâce à ce spot de pub. CRX に乗ったら友達が恋人になった。Ouais, vous ne rêvez pas, un spot de pub japonais, et dans le fond, c'est le Mont-Saint-Michel. Et si vous suivez la chaîne depuis assez longtemps, vous savez très bien mon affection pour la Manche. Merci Honda. On continue ce petit périple dans les années 80 avec un modèle un peu poliché de notre version de la CRX. En changeant une lettre à Suzuka, ils ont en fait tout changé. On change le F par un S et le tour est joué. Au final, la Honda CRX AS53 passe à 125 chevaux. Elle se une petite place au soleil face au Ténor qui était la 205 GTI et la Golf GTI dans l'Opéra qui était la bagarre des GTI à l'époque. Rappelez-vous quand même, il y avait full. En ce qui concerne le style, ça fait quand même vachement moins de cheap que la F53. Fini les bandeaux en plastique brut, ici tout est peint couleur toncaisse. Fini les sièges en pied de poule, ici vous avez une belle broderie CRX. Et surtout, au-delà des performances, c'est surtout un poids extrêmement réduit qui lui donne un rapport poids-performance d'enfer. Avec seulement 895 kg à tirer, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. La voiture, c'est une flèche. Mais c'est pas une flèche que grâce à son poids, c'est une flèche aussi grâce à un moteur. Un moteur d'ailleurs qui fait passer un petit peu les autres bagnoles qui étaient déjà en place pour des bricolages faits de briques et de broc. Comment vous dire ça? La S53, c'est un moteur 1,6 litre, double arbre à cam en tête, tout en alu, qui développe 125 chevaux avec une technologie à 16 soupapes qu'on ne voit encore à ce moment-là quasiment que en compétition ou alors à des prix complètement élitistes. Autant vous le dire direct, la CRX AS53 était vendue à l'époque face au 205 GTI et au Golf GTI, mais aussi face surtout au XR2, au XR3, aux Alpha Sud et au R5 GTT. Pour cette dernière par exemple, la R5 GTT c'est pas trop loin de ce petit moteur en plastique. Une chaîne de distribution, un carburateur 1,4 litre avec un arbre à cam latéral. Comment vous expliquer à quel point la R5 GTT était complètement obsolète face à une CRX? Pas en termes de performance, mais en termes de mécanique. Et à l'époque, dans les années 80, on lisait beaucoup ce genre de catalogue avant d'acheter une bagnole. En effet, les années 80, c'est aussi, on l'a oublié, les années des chiffres. Quand on parlait de voiture, on parlait de mécanique, il fallait des moteurs neufs, des puissances et des chiffres de Vmax plus grands que le voisin. C'est ainsi qu'on a vu apparaître d'ailleurs des boîtes un peu trop longues par rapport au moteur. Tout ça pour avoir des vitesses maximales théoriques qui dépassaient les 220 ou les 200 km/h. Bref, rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec l'année 84. Je sais, on est passé de 83 à 86 pour revenir à 84, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point c'était des baisers chez Honda. Imaginez juste ça, ils viennent de lancer la CRX, la voiture a quelques mois de commercialisation.
On parle d'une voiture, c'est plusieurs millions à concevoir, produire, tester, etc. Au bout de quelques mois, ils se mettent à plancher sur ce que sera la CRX de deuxième génération. De la pure folie. Au final, on se retrouve avec des croquis qui sortent d'un peu partout. Des roadsters, des Targa, des voitures qui ressemblent étrangement à ce que deviendra plus tard la Mazda 323 Sportiva. Et au final, Honda semble avoir trouvé un petit peu juge de paix. En effet, les plumes californiennes à l'époque de chez Honda ont demandé à Pininfarina une petite consultation pour nous sortir cette petite merveille. Donc je sais ce que vous avez lu dans tous les bouquins, c'est typiquement japonais, blablabla, c'est une voiture sortie d'un manga. C'est faux et je vais vous dire pourquoi. J'arrive pas à joindre Honda déjà, donc je n'ai pas confirmation de ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, Pininfarina a dû s'inspirer d'un concept de l'Alpine A480 de 1978 pour nous pondre la CRX. En effet, c'est troublant. On va dire que c'est un dessin original, mais inspiré. Non, parce que parti de ce principe, on peut aussi dire que la Honda CRX a trouvé son inspiration aussi sur la DMC12 de chez DeLorean. Mais la DeLorean, personnellement, j'ai toujours pensé qu'elle avait trouvé son inspiration chez Lancia. Et ouais, rappelez-vous de la Monte Carlo. Bref, quoi qu'il arrive, on s'en fout, parce qu'au final, cette bagnole-là est quand même vachement bien réussie. C'est pas parce que c'est ma bagnole que je la trouve magnifique, je la trouve magnifique et c'est pour ça que c'est devenu ma bagnole. À part le côté trapu qui pourra en rebuter quelques-uns, l'équilibre est juste parfait. « 1987, la CRX deuxième génération, basée sur la Civic de quatrième génération, j'espère que j'ai perdu personne, c'est-à-dire la EE, la ED, la EF. Bon, on va arrêter là avec les codes, parce que là, je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont se barrer d'aïe. La CRX2 sort et ça fout tout le monde en l'air. Tout le monde est surpris. Un peu comme si Rocco Siffredi se pointait à ta soirée échangiste. Au final, tout le monde reste bouche bée, tout en sachant que ça va faire mal au cul. C'est quasiment inédit à l'époque. En effet, même si aujourd'hui, ça peut vous paraître totalement banal, une voiture qui renouvelle son modèle tous les 4-5 ans, à l'époque, il faut savoir que la carrière d'une voiture, c'était entre 8 et 10 ans. Rappelez-vous de la 205, on en parlait tout à l'heure. Elle est arrivée sur le marché en 83 et il me semble qu'elle a fini sa carrière en 98. Ici, on a la CRX, donc du coup de première génération, qui n'a à peine fait que 4 ans d'office. Pour vous refaire le topo, on est en 1990, du coup on écoute encore du Tears for Fears, à la télé, les sitcoms envahissent absolument toutes les chaînes, on regarde tous Maman j'ai raté l'avion, putain de McAllister qui a foutu mon prénom en l'air d'ailleurs, qui me fait passer pour un beauf aujourd'hui, Bernard Tapie s'offre Adidas, le TGV fait péter un nouveau record mondial de vitesse qui fait de la France le premier pays du train, Rocard nous sort un petit impôt temporaire, la CSG, qui est temporaire depuis quasiment 30 ans. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna est sacré champion du monde. Champion du monde avec une McLaren F1 à moteur Honda. Et ça a son importance, surtout au niveau marketing. Mais pas seulement, comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi beaucoup de technologies qui se sont retrouvées du coup en dessous du capot des voitures Honda. Quoi qu'il en soit, on est aussi en 90 et en 90 en France, on commence de plus en plus à avoir des associations qui commencent à bourrer le crâne des gamins au niveau escrologie. En effet, pour la plupart des gens, une voiture, c'est le mal, c'est la pollution, ça fait son chemin dans les esprits, et encore pire, pour eux, la vitesse, c'est la... En bref, les GTI sont mal vus à la fin du XXe siècle, dans le pays qui a pourtant vu au début de ce même siècle les plus belles carrosseries de l'histoire automobile. Putain d'ironie. Heureusement au Japon, ils font tout l'inverse de ce que nous, on peut faire. En gros, chez nous les dessins animés c'est pour les gamins, chez eux les dessins animés c'est pour les adultes. En gros, chez nous, un film de boule c'est fait pour tout montrer, chez eux un film de boule on cache la foufoune. Chez nous, on fantasme sur une relation consentie, normalement. J'espère pour vous, chez eux on fantasme sur le viol et le bondage. Et en même temps qu'ils fantasment là-dessus, le pire c'est qu'ils osent pas se toucher, ni se faire la bise, ni même se regarder dans les yeux. Et qui explique un petit peu d'ailleurs les problèmes de natalité qu'ils connaissent aujourd'hui. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'au Japon, ils aiment la vitesse. Ils en veulent encore plus, on a des émissions qui pètent dans tous les sens. Et depuis que Honda commence à s'afficher fièrement en Formule 1 face aux Ferrari et autres marques, ça devient de plus en plus une culture à part entière. Les togués, déjà à la mode dans les années 80, font fureur. Les moteurs ont un rendement de plus en plus élevé et de plus en plus impressionnant par rapport à ce qu'on fait nous en Europe. Et de plus en plus de pilotes locaux commencent à faire leur nom. Par exemple, je pourrais vous parler de Keiichi Tsuchiya et son AE86. En gros, ce que je veux dire, c'est que Honda, en voyant tout ça, il se décide clairement de mettre un bon coup de rein dans la colonne vertébrale de la concurrence. Fin 90, Honda présente les nouvelles Civic et CRX de 4ème génération dotées du moteur VTEC, le B16A.
En gros, c'est 160 chevaux, différentiel à glissement limité, toujours la double triangulation avec un tarage légèrement revu au niveau des ressorts, et surtout l'aide officieuse de Monsieur Ayrton Senna, qui était aussi un très bon pote de Soichiro Honda lui-même, qui d'ailleurs n'était plus aux commandes de la firme depuis un moment, mais était là à titre consultatif. D'ailleurs, Ayrton Senna était une égérie toute trouvée pour la CRX. Il possédait déjà une D9 à l'époque, était donc logique que quand la version N1 est sortie des usines de Suzuka, ce soit lui qu'on appelle en premier. Comme vous pouvez le voir à l'image, on a ici un beau duel entre un des pilotes usine et Senna. En France, le programme il est un chouïa moins radical. Pas de différentiel à glissement limité, 10 chevaux de moins, des suspensions un peu moins raides et adaptées à notre route, quelques options indisponibles comme le glass top. Mais n'oubliez pas, Suzuka ne propose jamais de production au rabais, sauf en Amérique. Et donc, en offrant à sa Honda CRX VTEC le moteur B16A1, ils assoient un petit peu partout leur notoriété et leur réputation de motoristes de talent. En effet, le moteur B16A1 est même encore aujourd'hui un des moteurs 1,6 litre de série les plus puissants du monde. Ce qui au final, à l'époque, reste un coup marketing de grande envergure. En effet, je vous le disais plus tôt, les gens achetaient beaucoup les voitures sur les chiffres. Avec un 1,6 litre, vous avez 50 chevaux de plus que la même cylindrée sur une 205 GTI. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça veut dire. Le moteur VTEC est d'ailleurs qualifié de moteur de compétition à l'époque. Et c'est pas une réputation qu'il a gagnée à tort. En effet, comme plus ou moins chaque moteur de compétition, le couple et les tours minutes sont placés très haut dans les tours. D'ailleurs, VTEC, ça veut dire quoi? Et VTEC sans H, ici on parle pas de l'ordinateur de ta gamine. Ça veut dire Variable, Valve, Timing and Electronical Control. Y a rien de marqué en fait, tant que j'ai pas fait le montage. Au final, ça fonctionne comment ce truc-là? Bah, c'est un solénoïde qui fonctionne grâce à la pression d'huile qui prend en compte plusieurs informations comme la vitesse moteur, la vitesse, la température d'eau, la température de l'huile ou la pression d'huile, et qui réduit l'ouverture de 2 soupapes sur 4 afin de gagner un peu plus de couple à bas régime. Le gros problème et le gros défaut au final de tous les moteurs 16 soupapes de l'époque. Et aux environs du mi-régime, c'est-à-dire à partir de 5500 tours minute, le solénoïde pousse la cam qui est censée faire ouvrir les 4 soupapes d'une même ouverture, c'est-à-dire un peu plus grand, ce qui lui permet de mieux évacuer les gaz et de mieux aspirer l'air frais, afin de faire tourner ce moteur comme un 16 soupapes très aiguisé. Un 16 soupapes de compétition capable de monter très haut dans les tours, vous l'avez bien compris. En théorie, c'est un peu la synthèse parfaite entre les deux mondes, entre le 8 et le 16 soupapes. Au final, les pilotes et les journalistes de l'époque l'ont adulé cette bagnole. Ayrton Senna ou Jeremy Clarkson par exemple l'ont trouvé absolument sensationnel. Et beaucoup de personnes à l'époque ont dit qu'il s'agissait là de la nouvelle référence, de la meilleure sportive de la décennie. Quant à d'autres, ils affirment tout simplement qu'il s'agit là de la descendante directe au final, ou de la descendante spirituelle tout du moins, de la Honda S800, comme Thierry Réaubourg de chez Youngtimers. Ce qui au vu de la plage moteur prend tout son sens. Au final, il n'y a guère qu'en France qu'on la trouve plus ou moins décevante. Et pour cause, au final, même si les sectes anti-bagnole commencent à arriver doucement, on reste encore dans le pays de la bagnole plus ou moins. Et chez nous, les GTI bien énervés, on sait faire. Ainsi, il y a certains journaux qui vont voir ça plus ou moins comme un coup de com', comme une voiture totalement inutile. D'autres penseront que le D9 était amplement suffisante à la gamme et qu'un VTEC n'apportait au final pas grand chose de mieux. Et d'autres, comme échappement, diront même que le comportement sportif est absolument décevant. Autour de la Honda Civic CRX, 150 chevaux, 1600 cm3 et 133 000 francs pour cette jolie traction. Un moteur magnifique, 16 soupapes qui prend des tours, mais un comportement sportif décevant, 8e. Quoi qu'il en soit, la CRX MK2, au final, c'était un certain succès, j'ai envie de dire, pour une voiture japonaise. Oui, parce qu'au final, on parle d'une voiture japonaise soumise au quota, mais on parle surtout aussi d'une voiture vendue sur un marché très concurrentiel en France à l'époque. Je parle bien évidemment du marché des GTI. Et la version VTEC de la CRX avait en plus comme fardeau à porter son prix. Là où la CRX était déjà considérée comme étant une voiture assez onéreuse au vu de la gamme, je vous le rappelle, hein, de mémoire, je crois qu'on était aux environs de 90 000 francs pour une 205 GTI, 100 000 francs passés pour une CRX D9, donc la 16 soupapes classique, et on arrive à 132 690 francs pour la version VTEC de la CRX. Je vais vous dire, pour les vendeurs, ça devait être un sacré casse-tête de la vente face au Clio Williams qui allait arriver dans pas longtemps, ou alors les 309 GTI 16 soupapes qui étaient déjà à leur sortie, qui étaient tout aussi efficaces, si ce n'est pas plus, à certains endroits.
En gros, pour pas mal de personnes, cette voiture-là ne méritait pas sa plus-value face à la concurrence. Mais il y a un facteur important dans les bagnoles, et peu importe que vous êtes connaisseur ou pas, c'est le style. La CRX VTEC a laissé un souvenir impérissable à tous ceux qui l'ont eu dans les mains. Elle garde aujourd'hui, même chez les hondistes, une sorte d'image de licorne, je sais pas comment vous expliquer. Même les Américains qui considèrent que les Honda sont des tondeuses, des merdes et des voitures de racers, autrement dit les kékés branleurs chez nous, voilà, les Jackie Tuning, les Honda CRX ont quand même cette petite part d'exclusivité que n'ont pas les autres Honda. Cette petite part de légende, ce petit bout de patrimoine historique de l'automobile qui fait qu'elle reste intouchable aujourd'hui. Et je ne parle pas du prix, je parle surtout de son aura en fait. Quand vous en voyez une sur l'autoroute, forcément vous allez vous tourner vers elle. Et même si vous ne l'aimez pas, en fin de compte, cette voiture-là ne peut pas vous laisser indifférent. En fin de compte, la Civic Renaissance expérimentale tirera sa révérence en juillet 92 chez nous, en version 16 soupapes ou en version VTEC. Je vous l'avais dit, les lobbies anti-bagnole ont fait leur place un petit peu partout dans le monde, le greenwashing aussi. Et pour Honda, il était peut-être temps de s'adapter. Comme je vous disais à l'époque, ils avaient planché sur quelques dessins de cabriolets, de Targa, et il était peut-être temps de mettre ça en œuvre avant de se planter complètement sur un segment qui était condamné à disparaître. Ainsi va naître la 3e génération de CRX. Je parle de la CRX Del Sol. Je vous mets la notation, comme ça vous pourrez regarder un petit peu l'histoire de cette dernière. Mais en ce qui concerne la 2e génération, elle embarque avec elle la philosophie de petite sportive bonne à tout faire, économique, intelligente et bien pensée. Sur ce, je te dis à la prochaine, nous on se captera bientôt, je sais pas sur quoi sera le prochain épisode ou s'il y en aura un, mais à très bientôt. Allez, ciao ciao.